ces paysages majestueux ont été façonnés par l'homme. Le territoire d'Écosse et des Cévennes est inscrit depuis 2011 au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'occasion du 10e anniversaire de cette labellisation, allons à la rencontre de celles et ceux qui connaissent bien ce territoire, parce qu'ils y vivent, parce qu'ils y travaillent, parce qu'ils en parlent avec passion. Ce podcast est réalisé par la marque de cosmétiques L'Accent, en partenariat avec Midi Libre et l'entente interdépartementale Cosse-et-Cévennes. Épisode 24, le mystère des menhirs. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir où c'est qu'ils ont été positionnés. La plupart sont sur des crêtes. C'est l'une des curiosités de ce territoire. Sur le plateau des Bondons, en Lozère, plusieurs dizaines de menhirs se dressent vers le ciel. La présence de ces monolithes de granit interroge. Plusieurs experts et passionnés se sont penchés sur la signification ou la fonction de ces menhirs. Rencontre avec Daniel André, amateur de spéléologie, mais aussi de préhistoire et fasciné par ces mystérieuses pierres. Daniel André, bonjour. Oui, bonjour. Alors on est ici en Lozère, une terre reconnue notamment pour ses menhirs, le positionnement de ces menhirs que l'on peut voir notamment sur ce lieu des Bondons. C'est vraiment l'endroit où l'on peut voir le plus de menhirs. Oui, alors des menhirs dans les grands corses, il y en a un peu partout, il faut vraiment savoir où ils se trouvent. Par contre, évidemment, aux Bondons, à peine on se promène, on les voit, puisqu'ils ont été quand même tous relevés, mais ils sont très beaux, puisqu'ils sont en granit, sur du calcaire, et donc ils sont très beaux à voir. Est-ce qu'on arrive à expliquer la concentration, on va dire, particulièrement importante de ces menhirs à cet endroit-là? Alors la concentration des menhirs, il y en avait sans doute beaucoup sur le Méjean, mais comme ils étaient en calcaire, bien sûr ça a été détruit depuis au moins 4000 ans. Par contre là, sur les Bondons, ils sont en granit, et le granit lui aussi il se détruit, mais beaucoup moins que le calcaire, et donc en fait ils sont tous tombés. Ceux qui sont restés dans le secteur du granit, introuvables, on ne peut pas le savoir, mais ceux qui sont tombés dans le calcaire, on les voit. Alors parfois ils font 3 mètres ou 4 mètres de longueur, des fois très peu, sur environ soit 200, soit 158. Personnellement, je sais qu'il y en a un peu moins, mais il y en a 80 qui ont été relevés. Donc un jour ou l'autre, il faudrait que tous les autres soient relevés, parce que ceux qui sont malheureusement restés au sol, eh bien, il y en a qui peuvent, sans savoir que ce sont des menhirs, les prendre et les jeter, et c'est un petit peu dommage. Il y a eu un gros travail de référencement de ces menhirs qui a commencé, je crois, dans les années 40. Il y a eu 2 personnages importants, on va dire, dans le référencement de ces menhirs sur ce secteur. Oui, alors la première personne, c'est Morel, le docteur Morel, qui avait trouvé ça donc, en 1940. En allant dans ce secteur, il faisait un peu de spéléo aussi. Du jour au lendemain, il en a vu. Il a fait une publication pour en présenter plus de 200. Et puis, par la suite, évidemment, une grande partie ont été enlevées par des propriétaires qui ne savaient pas ce que c'était. Et heureusement, Gilbert Fage, qui, oui, dans les années 80, a décidé de les relever, mais ça a demandé beaucoup de travail. Donc certains étaient tout petits, pas très lourds, d'autres faisaient des fois plus d'une tonne. Et ça a été très long, de longues années de travail de sa part. Donc c'est grâce à lui que c'est connu maintenant comme étant un des sites majeurs en France. On parle du 2e, je crois, en France. On parle souvent de Carnac. On peut considérer que c'est le 2e après Carnac? Oui, c'est le 2e, mais il y en a dans d'autres secteurs où il y en a à peu près autant. Mais les nôtres, là, des Bondons, sont très grands et très lourds. D'ailleurs, sur le terrain, on voit très bien, quand on est sur un menhir, on en voit régulièrement un, soit à proximité immédiate, soit sur la crête en face. Justement, ce positionnement, principalement sur les crêtes, c'est ça qu'on peut constater. Vous avez analysé un petit peu le positionnement, je crois, vous-même. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir où c'est qu'ils ont été positionnés. Ce que l'on voit, la plupart sont sur des crêtes. On les voit de loin, et puis surtout, de temps en temps, il y en a qui sont ensemble pour peut-être que les préhistoriques regardaient pour voir quelque chose. Donc, quand il y en avait 3 ou 4 ensemble, peut-être il fallait qu'ils regardent là. On ne sait pas trop exactement, mais ils ont fait ça pour expliquer. Est-ce qu'on arrive à estimer à peu près il y a combien d'années, de milliers d'années, ont-ils pu être dressés, façonnés? Alors, rien n'a pu être daté,
parce que c'est pas comme quand il y a des dolmens où on trouve des choses à l'intérieur que l'on peut dater maintenant. Sur les menhirs, on ne peut rien trouver. On peut estimer que c'est comparable aux dolmens, ou comme certains le disent, un peu plus ancien, mais bon, on peut dire, allez, minimum 4000 ans ou 4005, voilà, c'est ce qu'on peut dire, mais il n'y a aucune preuve, hein, on peut pas dire exactement que ça s'est fait avant ou après, on ne sait pas. Mais toujours est-il, c'est vraiment préhistorique, parce que on en trouve un peu partout, et on trouve même des statues menhirs dans le sud de la France, et on en trouve très peu en hauteur, pour une raison toute simple, c'est que les statues menhirs ont été fabriquées à partir de calcaire ou d'autres choses, et tout simplement, s'il y avait du gel, ça pouvait s'altérer. Et par contre, dans les secteurs les plus bas de la France, les menhirs sont restés des statues menhirs, puisque là, ils n'ont pas été altérés. Et donc, il est très possible que beaucoup de menhirs que l'on voit sur le plateau étaient des statues menhirs avec des dessins qui représentaient des vues de religion, quoi. Il faut se dire que les préhistoriques, ils étaient comme les personnes actuelles, pensaient bien sûr à de la religion, mais avaient leurs idées de cette époque-là. On peut envisager qu'ils étaient le symbole, ou en tout cas reliés à leurs croyances de l'époque. Oh oui, bien sûr. Alors moi, bon, mon idée, c'est de la religion liée à ce qu'on appelle des pareidolie, c'est-à-dire ce que l'on voyait en hauteur, un peu partout, des choses qui ressemblaient à des animaux. Et bon, on pouvait le dessiner quand les personnes étaient donc du paléolithique. Ils pouvaient imaginer, voir des choses, et puis il les dessinait. Et beaucoup plus tard, évidemment, les personnes donc d'il y a environ 4000 ans voyaient des choses dans le ciel. Et bien sûr, c'était la foudre, c'était ce que l'on voyait dans le ciel, quoi, qui pouvait être donc pour eux de la religion. Voilà. Est-ce qu'il faut penser que du coup le positionnement de ces menhirs correspond à là où pouvait tomber la foudre, par exemple? Ça, c'est prouvé, c'est une piste sérieuse? Rien n'est prouvé. Mais par contre, quand donc Gilbert Fage a tout ramassé, il s'est aperçu que tous ceux qui étaient tombés avaient pris la foudre. Et ils n'avaient pas pu prendre la foudre quand ils étaient par terre. Ils avaient pris la foudre, bien évidemment, quand ils étaient plantés. Alors, est-ce que c'est ça qui les a fait tomber? En attendant, il est plus qu'évident que, on le sait, à partir du moment où une personne se promène, elle peut prendre la foudre. À partir du moment où il y a un arbre qui pousse, il peut prendre la foudre. Donc on met, quand on est préhistorique, on met un menhir quelque part, évidemment, la foudre peut y tomber dessus. Et il peut y avoir aussi autre chose, ça c'est une idée que j'ai, ça ne veut pas dire que c'est vrai, c'est qu'ils voyaient tomber la foudre à certains endroits, et pour eux c'était de la divinité, et bien à cet endroit qu'ils avaient vu tomber cette foudre, ils plantaient un menhir. On sait qu'il y a des secteurs en profondeur qui font attirer la foudre par des ions négatifs. Et donc effectivement, dans des secteurs un peu partout, il y a des failles, des filons, des cavités intérieures, de l'eau qui circule. Donc tout ça peut tout simplement attirer la foudre. Et donc nous, on sait ce que c'est, mais bien sûr, du temps de la préhistoire, il y a 4000 ans, la foudre pour eux, c'était forcément la divinité. Donc quand ils la voyaient tomber, c'était dangereux, ils pouvaient se faire tuer par de la divinité. Mais bon, ça pouvait faire aussi quelque chose de très important pour eux, quand ils venaient sur ce plateau, sur ce coste, c'est que ça faisait tomber bien sûr de la pluie. Comment ils s'y prenaient finalement pour lui donner justement cette forme? Ça, est-ce qu'on le sait? Pour pouvoir fabriquer un menhir, ils cherchaient un peu partout, bien sûr sur les Causses, c'est du calcaire, bien sûr au Bondon à côté il y avait du granit, et bien ils cherchaient du granit qui pouvait être naturellement fait, quoi. Alors s'ils en trouvaient qui était fait, c'était facile, sinon ils avaient un système, et donc ils avaient tout simplement à les couper sur une longueur, ils faisaient des trous, ils y mettaient de l'eau pour que le gel l'hiver donc le fasse casser, ou que bien sûr il n'y ait que la foudre qui tombe dedans et qui pouvait casser ce qui avait été creusé sur parfois 4 ou 5 mètres de longueur. Et donc, comment je sais ça? C'est que, c'était déjà connu, mais personnellement, j'en ai trouvé un dans le secteur. On voit très bien comme il faisait, quoi. Donc il creusait, effectivement. Alors il creusait sans doute peut-être jusqu'à 10 ou 20 cm de hauteur. Et puis à l'intérieur, il devait y mettre bien sûr de l'eau, ou alors tout simplement, c'est la nature qui en a mené. Et puis dans ce secteur qui était à 1200 d'altitude, dès qu'il gelait, des gelées parfois moins 20, ça pouvait casser justement à l'endroit où ils avaient fait des trous. Et donc pour eux, c'était même pas, ils ne savaient même pas, c'était une divinité qui le faisait. Et donc ce menhir cassé par de la divinité, c'était extraordinaire. Et puis donc il transformait l'objet en quelque chose de très beau. Alors Daniel André, dans le prochain épisode, on parlera du pélardon. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors moi, le pélardon, le fromage, c'est tout ce que j'adorais quand j'étais jeune.
Mais hélas, j'ai eu un jour un problème de santé et après une étude qu'on m'a fait, on m'a dit qu'il fallait que je ne mange plus de fromage ou très peu. Donc du coup, alors là, il faut surtout pas que j'aille voir ce genre de choses, sinon, comme j'aime ça, je mangerai à fond et ça me ferait très mal. Mais franchement, dans toute ma jeunesse, dans une grande partie de ma vie, ça c'est quelque chose qui me plaisait adorablement. Merci beaucoup, Daniel André. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur l'Écosse et les Cévennes.